Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2021 de On s'en parlera. Il est de mise. Bonne année à tous. On ne s'éternisera pas là-dessus. On le sait que la seule chose qu'on se souhaite tous et toutes, c'est la santé. On pelte 2020 en arrière de nous autres, puis on fait un petit chemin dans le 2021 en espérant que le chemin va s'élargir. Alors, bonne année à tous. En ce début d'année 2021, on va débuter avec la politique, avec mon invité, député du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Bonne année à vous. Bonne année à vous, également à vos auditeurs. Merci d'être au rendez-vous. Il faut préciser, parce que ça, je l'ai fait tout le temps, parce que en politique, ça va tellement vite. On dit quelque chose une journée, puis c'est plus ça le lendemain. Ça, on le sait, vous êtes en politique, puis vous savez de quoi on parle. Moi, je suis la politique de très, très près également. Alors, il faut préciser que cette émission-là est enregistrée le 12 janvier en après-midi et sera diffusée ce soir, le 20 janvier. Et également toutes les reprises qui sont la fin de semaine, et on va en parler plus en détail. On sait que cette émission passe, comme je l'ai dit, le 20 janvier. Et le 20 janvier, ce sera une marque qui va passer à l'histoire américaine, parce qu'avec tout ce qui s'est passé puis qui va se passer, on est le 20. Nous, on enregistre le 12. Il y a 8 jours entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé le 17, 18, 19, le 20 au Capitole? Ouf. Espérons, on se croise les doigts, espérons que ce ne sera pas le massacre comme on a eu le 6 janvier dernier. Monsieur Sébastien, on ne peut pas passer sous silence la politique américaine, comme je disais, parce que ça fait le monde entier n'en parle. Jamais un président n'a fait autant parler de lui. Et pas en bien, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est dans les journaux du monde entier. Moi, si je vous demandais, comme après ma barre, M. Sébastien, votre opinion sur ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On va partir du 3 novembre, mais on va aller vite quand même. Mais c'est quoi votre opinion là-dessus comme homme politique? Bien, d'abord, il faut comprendre aussi comment fonctionne la politique américaine, qui est beaucoup basée sur le principe de check and balance, des contrepoids, et qui sont très différents de notre système parlementaire dans lequel nous, l'exécutif et le législatif, donc ceux qui font les lois et qui dépensent l'argent du gouvernement, qui prend ces décisions-là, sont le même pouvoir. C'est le gouvernement et le judiciaire est un autre palier. Aux États-Unis, ce sont des paliers distincts avec des pouvoirs distincts, la Chambre des congrès du Sénat, que le président. Et tout ça, l'équilibre aux États-Unis, elle est prise par les contrepoids que chaque chambre apporte. Un personnage comme Donald Trump a été assurément fatigant parce qu'il s'est assuré jamais qu'on oublie de penser à lui à travers les 4 années, puis même les 2 années. Il s'est bien arrangé, je suis assuré de ça. D'abord, la bonne nouvelle, parce que vous avez nommé des dates, dont le 3 novembre. Pour moi, la bonne nouvelle du 3 novembre, c'était que la victoire démocrate, elle était franche, elle était claire. S'il avait fallu qu'on soit dans un esprit de 272 à 270, là, les contestations, tout le poids de chaque État aurait été très lourd à porter. Oui, et là, c'est pas juste le Wisconsin, c'est pas juste la Pennsylvanie, la Georgie, c'est pas juste... Mais c'est des victoires qui sont claires. Et ça, c'est le plus grand bien, je pense, de cette élection-là. Les Américains ont donné un mandat clair à Joe Biden. Est-ce que Joe Biden était le meilleur homme pour les démocrates, etc.? J'irai pas là-dedans, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a gagné de façon franche. Et indépendamment même si ça avait été Trump lui-même, j'aurais souhaité qu'il gagne de façon franche plutôt que de façon serrée. Parce que ce procédure, puis là, on peut se rappeler, c'était quoi la Floride dans le temps de George Bush? Comment c'est lourd sur un système comme celui des États-Unis, oui, quand le judiciaire doit trancher si le politique peut agir. Et heureusement, les Américains ne sont pas là-dedans. Si on revient sur ce qui est arrivé au Capitole, ben ça, c'est une des images qui sont absolument dramatiques. Ça, je pense que ça va rester ça dans la visée de tout le monde, ou à peu près là. Mais envahir... Il y a 2 choses aux États-Unis, en tout cas selon moi, 2 choses au moins. Il y a le Pentagone et le Capitole.
Pentagone intouchable. qui a été attaqué. Ben oui, qui a été attaqué. Septembre. Ben oui, exactement, puis qui a été attaqué solidement. Mm-hmm. Ça, ce sont deux choses que tu ne peux pas toucher. Donc, en l'espace de 20 ans, les deux ont été touchés. Les deux ont ce qui été est assez touchés. fascinant comme Ouais. symbole, effectivement, aux États-Unis. Puis moi, ce qui est arrivé, donc, évidemment, au Capitole, je me réfléchis comment ça serait arrivé si ça avait été à Ottawa. Quel type de réaction on aurait pu avoir. Mais indépendamment de ça, ce que je trouve qui est encourageant encore là, c'est que les taux se resserrent. Et la porte de sortie de Donald Trump, elle est franche. Et peut-être que si des événements comme ceux-là n'étaient pas arrivés, ben, tu n'aurais pas des réflexes d'entreprise, si on prend des entreprises comme Twitter, comme Facebook, Oui. dans les médias sociaux, dans les médias traditionnels, des tribunaux, des alliés qui, là, sont capables de dire non, ta farce a assez duré, ton jeu est fini, on te retire les pouvoirs que tu as. Et ce que j'ai à souhaiter d'ici le 20 janvier, c'est que ça soit calme. Parce qu'il soulevait le peuple, ça n'a aucun sens. Parce que quand on regarde, moi je l'ai suivi beaucoup, et vous pareillement, quand on regarde les extraits de ses discours ou de ses tweets qu'il envoyait, qu'il mettait presque tous les jours, il incitait la population américaine à aller faire du grabuge, tout simplement. Mais il devait, lui, en tant que président, aussi bien qu'en tant que, chez nous, le premier ministre, amoindrir ça. OK, calmez-vous. Mais non, il mettait encore de l'huile puis du gaz sur le feu à tous les jours. C'est incroyable. Et par deux mots, fake news, Oui. a réussi à finalement enlever ce pouvoir-là de check and balance, de contrepoids des autres pour s'approprier tout un pouvoir décisionnel qui a été dangereux. Heureusement, le bilan qu'on pourra faire du président Trump n'est peut-être pas si catastrophique au niveau économique, n'est pas si catastrophique au niveau des relations internationales par rapport au niveau qu'on l'attendait il y a 4 ans. Exactement. Moi, le bouton rouge n'a jamais été actionné, finalement. Je veux dire, ça a été une balloune, Trump. Une balloune désagréable qui a été le supplice de la goutte à chaque jour de l'entendre, tu sais. Et là, enfin, je pense que le 21 janvier, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'enfin, les gens se disent, bon, on est passé à autre chose, puis on peut retrouver une vie plus normale, une confiance envers nos institutions, qu'on nos a élus, perdu, nos médias. là. Exactement, qu'on a perdu. Très vitement, 2 petites questions sur ça. Une question qu'on se pose. Est-ce que Trump est un président dangereux? Ben, force est de constater qu'il a voulu se donner cette réputation-là plus qu'il l'a été. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que l'histoire va retenir de Donald Trump? Les événements du Capitole, assurément. Ça, c'est de sa faute. Donc oui, ça a été dangereux. C'est le personnage, c'est la caricature. Mais comme impact sur l'économie américaine, sur certains points, sa vision protectionniste a bien fonctionné. T'sais, donc, il n'a pas livré la catastrophe annoncée. Et ça, tant mieux. Ça a été moins pire que ce qu'on s'attendait tous de Donald Trump. Et là, maintenant, j'espère qu'effectivement, 2024 ne fera pas partie de sa pensée. Puis la tradition américaine de ramener les frères, sœurs, enfants, etc. sur plusieurs générations. Mais combien de temps, M. Lemire, on pourrait prendre pour essayer de colmater toutes les brèches que M. Trump a faites, essayer de revenir dans un pays normal, dans un pays où on arrête de s'entretuer ou presque? Ça va prendre combien de temps? Parce que là, il faut quand même dire que ces 74 millions de personnes qui ont voté pour M. Trump, c'est énorme aussi. Puis encore aujourd'hui, là, ça diminue, disons, parce que le monde est tanné, là, regarde, c'est assez, là, on en a assez fait. Les républicains à l'intérieur de leur parti, déjà, commencent à délaisser M. Trump. Mais avant de remettre ça à la bonne place, c'est pas demain la veille. Monsieur Biden a un ouvrage énorme à faire, à replacer les États-Unis comme ils étaient avant l'ère Trump, à la grandeur du monde. C'est pas demain la veille. Je me permets d'être optimiste là-dessus parce que la volonté de changement, elle est immense. Et en quelque part, cette volonté-là fait en sorte que le message de Joe Biden, le message du gouvernement va être probablement mieux reçu par la population. Parce que tout le monde veut du changement. Puis en même temps, le mandat de George Bush, qu'on qualifiait, en tout cas de notre côté de la frontière, de plutôt catastrophique, quel a eu cet impact-là? Ben, a probablement créé Obama.
Parce que justement, il est allé ailleurs et ça l'a donné des coups des franches à Obama pour amener un message d'espoir, Hope, son premier slogan, et d'être le premier président noir progressiste qu'il a pu être. Parce que ça a été en réaction face à une écœurantite que du personnage de George Bush. Fait qu'en même temps, la légitimité de Joe Biden, parce qu'on voulait tellement plus avoir Trump, lui donne un pouvoir d'action pour changer la politique. Puis la réponse aussi sur la Géorgie, de pouvoir avoir aussi un Sénat qui lui sera pas défavorable. Et ça, oui. C'est ça, majeur. C'est majeur parce que sans ça, tu ne peux pas diriger, ou presque pas, parce que ça te prend toujours l'assermentation, c'est-à-dire le oui du Sénat. Puis, quand tu es minoritaire dans le Sénat, c'est difficile d'aller le chercher. Alors, il y a toujours des bois dans les roues, tandis que là, au moins, il va pouvoir fonctionner. Puis avec une vice-présidente, Mme Harris, qui va toujours l'appuyer. Qui symbolise quelque chose d'absolument fort. Ça, c'en est une qui va aller loin, j'en suis persuadé. Et surtout, bon, M. Biden est le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Exactement. Ça peut être possible, sans dire prévisible, mais possible que finalement, durant 4 ans, c'est la vice-présidente soit appelée à prendre la présidence. Donc, ça nous amène peut-être dans une nouvelle ère. Mais comme je dis, moi, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que Joe Biden et Kamala Harris ont un mandat fort, très ouvert, dans lequel les gens ont soif de changement. Puis, tout ce qu'ils vont amener va être comparé à Trump, donc va être amené comme une nouveauté rafraîchissante. Et je fais juste une dernière chose. Tu sais, l'héritage d'Obama, ça a été quoi? Il voulait que ce soit Obamacare. Oui. Et ça, parce que lui n'a pas eu les données franches du Sénat, et de la Chambre des représentants, ça a fait en sorte qu'il n'a pas pu aller aussi loin dans son Obamacare et que Trump a été capable de l'amputer, voire de l'annuler. C'est ça, exactement. Mais ces leviers-là, les bâtons dans ces roues-là, donc le check and balance, le contre-coup, comment fonctionne les États-Unis, qui a nuit à Obama, ben, nuira pas à Biden. Nuira pas donc, à Biden. Allons-y, puis soyons très optimistes. Entre les cas, comme je le disais tantôt, l'émission passe le 20, la sermentation est le 20. On est en soirée, là. Quand l'émission passe, là, on est en soirée du 20. La sermentation se fait sur le coup de midi. On espère que, quand on vous parle le 20, qu'il n'y aura pas eu de crabuge. On est rendu à 12 000 soldats de la Garde nationale, puis on veut monter à 16 000. Une autre chose qui est difficile à comprendre, c'est que le 6 janvier, on avait juste 2000 soldats de la Garde nationale pour faire face à tout ça. Ils ont été débordés. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de grabuge, puis il n'y aura pas d'innocentes victimes, surtout. Et finalement, ce qu'on pourra discuter, c'est comme à toute inauguration d'un nouveau président, c'est la peinture verte qu'on aura utilisée pour montrer que le gazon est donc plus vert chez les États-Unis. Voilà. Parce qu'habituellement, c'est de ça qu'on parle. J'aime votre fin sur ce sujet-là. C'est bien dit, monsieur Lemire. On va se diriger... On pourrait se diriger à bien des endroits parce qu'il y a tellement de sujets, mais avant de passer aux sujets régionaux, moi, j'aimerais ça que on s'est parlé à l'automne, on a parlé de M. Trudeau. Là, il vient de faire, aujourd'hui même, le 12, il vient de faire un remaniement, des gros noms, M. Garneau, oui, et puis M. Champagne. Est-ce qu'on se dirige vers une élection fédérale? Bien, forcément, c'est un signe. D'abord, ce signe-là, de ce que je comprends, Trudeau l'a envoyé très fortement cet été en disant, moi, je veux un commitment, un engagement de la part de mes ministres, de mes candidats, je veux qu'ils soient là longtemps. Donc, si vous n'avez pas l'intention de vous présenter à la prochaine campagne électorale, on va vous retirer de vos fonctions. Le tour est fait. Et c'est le message qui a été envoyé à Nev Bain, qui était mon répondant, moi, comme porte-parole de l'industrie au Bloc québécois, c'est mon ministre. Et comme vice-président du comité de l'industrie, sciences et technologies, c'est quelqu'un que j'ai pu interviewer à plusieurs reprises. C'était pas nécessairement le ministre le plus proactif. Pas nécessairement le ministre non plus le plus francophile, si tu me permets une expression. Quand on avait des besoins, quand on avait des besoins qui touchaient l'industrie, honnêtement, on avait davantage de réponses du côté du bureau de Mélanie Joly. Comme si pour l'industrie, pour le Québec, c'était dans le développement économique et c'était le bureau de Mélanie Joly. Donc, sincèrement, bien que sympathique, avec un bon sourire, puis il représente aussi la communauté sikh d'une façon remarquable. Mais
un homme chaleureux. Moi, les contacts que j'ai eu avec lui, mais une difficulté d'une rétroaction. Une difficulté d'avoir une réponse franche. Donc, non, il ne me manquera pas. L'arrivée de Champagne, pour moi, est une bonne nouvelle parce que c'est un homme, d'abord, ambitieux, mais un homme qui veut réussir, qui veut servir et qui veut répondre. Donc, pour un enjeu comme un ministère comme l'industrie, je pense que cette obsession-là de l'action risque d'être intéressante, risque d'être bonne, et particulièrement pour le Québec, puisque c'est un ministre du Québec. C'est un ministre du Québec. Et après ça, que Marc Garneau sorte des transports, c'est une bonne nouvelle. C'était aussi un ministre qui était difficile à rejoindre, puis sur les enjeux qui sont très nombreux sur le développement aérien régional, NAV Canada, c'était très difficile d'avoir une réponse. Il se cachait sur « j'ai pas eu des dossiers clairs sur mon bureau » plutôt que, et sans nécessairement donner des informations sur ce qui est autour. Donc, puis le remboursement des billets d'avion, il s'est jamais commis là-dessus. Il y a des gens avec des familles qui ont payé. Mais il se commettait sur rien. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est pas un ministre qui va me manquer, et de l'envoyer dans un aspect comme les relations internationales, son image d'astronaute, la notoriété qu'il peut avoir. Là, il était connu à grandeur du monde, c'est sûr. Peut-être être davantage utile au Canada que comme dans ce rôle-là qu'au transport. Donc, comme parlementaire et comme citoyen, je pense que les changements, ces deux changements de chaise-là, sont intéressants. Puis le nouveau ministre des Transports, honnêtement, je le connais pas. Mais donc, je laisse la chance aux coureurs. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise nouvelle, je pense. Pour terminer avec ça, M. Lemire, d'après, quand on regarde aller ça, là, puis on dirait que plus ça va aller dans l'an 2021, plus M. Trudeau va être arrogant, dans le sens que, oui, défaites-moi, allez-y, on va présenter un budget en mars, battez-les, parce que là, on va aller chercher un gouvernement fort, parce qu'il ne faut pas que s'en cacher, et vous suivez la politique, beaucoup, c'est certain, vous êtes député. Mais demain matin, il y a une élection fédérale. Et le gouvernement qui sera au pouvoir est le gouvernement libéral, et on commence à parler même d'un gouvernement majoritaire. Est-ce que M. Trudeau peut se servir de ça pour être un peu fendant, pour dire, allez-y, provocateur, c'est ça le mot qui me manquait, provocateur. Arrogant n'est pas un mauvais terme, puis je veux dire, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Et voilà, mon Dieu, oui. Donc, et oui, c'est dans sa nature. En même temps, ce jeu-là politique est déjà commencé. Moi, 2 fois, il y a eu des votes de confiance cet automne. 2 fois, j'ai voté contre le gouvernement. Que le NPD a sauvé. Absolument, puis bravo à eux de l'avoir fait. Moi, je votais pas comme individu, mais aussi comme membre de mon parti politique, pas capable de dire que We Charity, puis qu'un ministre des Finances avoue sa culpabilité en démissionnant dans un pays comme le G7. Juste pour moi, ça, c'est majeur. Là. Fait que We Charity, je cautionne pas ça. Il y a des éléments que je suis pas capable de cautionner comme élu, puis ça a comme conséquence que je mets mon siège en jeu. Évidemment, je vais le faire, mais je souhaite pas en élection. Je souhaite même, idéalement, aller au bout de ces 4 ans-là, surtout dans un contexte COVID comme on est. Mais oui, je m'attends à ce jeu-là. En même temps, très malin peut prédire qu'est-ce qui va arriver dans une campagne électorale. Moi, à 2 semaines d'avis, si je lisais les grands... un site comme Canada 338, ben j'avais même pas 1% de chance de gagner. Puis j'ai gagné par plus de 10 000 voix. Oui, de façon très humble, mais ça va très vite en politique. Et je pense pas que Justin Trudeau fait nécessairement le bon pari de déclencher une élection. D'abord, ces sites-là ne démontrent pas qu'il va avoir sa majorité. Puis une campagne électorale peut revirer très rapidement. Exactement. Fait que c'est sûr que ça va être à suivre, parce que moi, je l'ai toujours appelé Monsieur Excuse, mais Monsieur Excuse quand ça va son affaire. Ça fait longtemps que c'est pas excusé, par exemple. Bien là, moi, j'aimerais ça qu'on se reporte à 1970, mais je te dis que on a essayé de le faire cet automne. Oui, mais ça n'a pas marché. Ça l'a marché pour amener le débat sur la place publique. Oui, ça l'a marché pour amener les incohérences aussi du premier ministre sur cet engagement-là. Puis une des conséquences a assurément été tout le débat sur la place de la langue française qu'on a eu au Parlement. D'abord, c'est un des premiers impacts qu'a le Bloc. On parle français à la Chambre des communes presque autant que l'anglais. Vraiment, maintenant, on peut presque dire que c'est 2 langues officielles qui sont respectées. C'est nouveau, et c'était pas le cas avant. Et ça, c'est un changement. Puis tous les débats spéciaux sur la langue française et la pression qui est sur Mélanie Joly, au-delà de l'affaire Lambropoulos, avec la députée de Saint-Laurent qui leur a échappé, très, très maladroitement, mais plus que maladroitement, on s'entend là. Mais il y a des débats qui évoluent. Et pour moi, la place du Québec dans le Canada, elle a évolué terriblement. Et cette arrogance-là ne fonctionnera pas.
En tout cas, ça va être à suivre parce qu'on parle déjà du mois de juin. En tout cas. Ah, c'est même avant ça, la première fenêtre, c'est le budget. Moi, forcément, mon scénario 1... Ça, en mars, là, le budget, en tout cas, à mon humble avis, ça va être encore, si le gouvernement est sauvé, ça va être encore le NPD, parce que le NPD n'est pas prêt à aller en élection du tout. Puis je pense qu'il n'y a pas grand parti non plus qui sont prêts là, à aller en élection. Dans le contexte actuel, là, ça, il faut y penser deux fois sérieusement. Tout à fait. Mais regarde, c'est évident, Gabi, que je n'ai pas le choix. Je devrais m'assurer d'être prêt. Dans une campagne qui sera peut-être davantage virtuelle que physique. C'est ça. Mais les rassemblements, il n'y en aura pas. Mais en même temps, je pense qu'on a autre chose à faire. Il y a bien d'autres choses à faire que d'aller quémander un vote, j'ai l'impression. Puis une de ces choses-là, ce qui s'en vient, ça va être terriblement intéressant dans les prochains jours. D'abord, le Parlement recommence le 25 janvier. Et d'ici là, j'ai interviewé plusieurs ministres. Donc, le ministre Bain en aurait fait partie. Mais sur la vaccination, la production des vaccins qu'on ne fait pas au Canada. On est dépendant de doses de vaccins qui sont à l'extérieur. Exactement. Et ça, c'est un problème fondamental. Quand l'industrie pharmaceutique était un fleuron du Québec et toutes les grandes pharmacies avaient des bureaux autour de la couronne de Montréal. Et c'était des grands labos et l'expertise mondiale en pharmaceutique. On est obligé d'aller quêter à l'extérieur du pays pour... Et à quel prix? À quel prix les 200? Mais je pense que là, actuellement, quand on parle de prix, là, ça comme, entre parenthèses, ça n'a plus d'importance, là, beaucoup, mais ça fait rien. C'est quand même l'argent du peuple. C'est tout à fait l'argent du peuple. Et je dis pas qu'il faut être... je pense que on appuie plusieurs mesures économiques, mais il y a une différence entre se dire que l'argent n'a pas de valeur, comme on sent que c'est le cas chez les libéraux, parce qu'effectivement, on aura à rembourser, bien que beaucoup d'investissements fédéraux sont des prêts davantage que des subventions. Donc, l'équilibre peut se recréer, mais ça reste qu'on ne sait pas combien de temps cette pandémie-là va durer encore. Et heureusement que le taux d'intérêt est très bas, parce que là, ça serait catastrophique. Et on joue sur ces éléments-là plutôt que sur l'aspect de la confiance et sur l'aspect de la responsabilité. Et ça, c'est inquiétant, puis j'ai l'impression qu'effectivement, une campagne électorale qui s'en irait sur ces enjeux-là, je ne mettrais pas un 2, c'est libéraux. Moi. On va on va venir en région, monsieur Sébastien, parce qu'on a tellement de choses. Si je vous demandais, moi, la fameuse desserte aérienne, ça, c'est un problème dans les régions éloignées. On va parler de chez nous, Abitibi-Témiscamingue, mais pourquoi qu'on a tant de difficultés à se rendre dans les grands centres? Puis on est obligé, quand on peut y aller, on est obligé de payer un prix astronomique. Mais c'est quoi l'affaire? Puis est-ce qu'un jour, cette desserte-là va être mise de côté et dire, bon, ben regarde, on dessert l'Abitibi-Témiscamingue autant que la Côte-Nord, que la Gaspésie, peu importe. Se faire desservir, partir de Montréal, Québec, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive dans les régions, c'est catastrophique. Est-ce que... ça va avoir une fin un jour, mais ça n'a plus de sens. La bonne nouvelle, c'est que les plaques tectoniques bougent énormément. La mauvaise, c'est qu'elles bougent aussi dans un contexte dans lequel les gens ne prennent plus l'avion à cause de la pandémie. Donc, quel sera le nouveau modèle à mettre en place? Il y a une opportunité là de repartir sur des bases presque vierges. Reste que le premier acteur qui, moi, nuit beaucoup au développement aérien régional, c'est Air Canada. Air Canada qui a toujours refusé de rembourser les billets d'avion, des gens qui ont pris des billets dans leur compagnie puis dont le vol a été annulé dans la pandémie. Donc, essentiel de les rembourser. Après ça, d'offrir un service pour eux. Les régions sont des vaches à lait qui servent à distribuer leurs vols mainstream. Donc, est-ce qu'on peut arrêter ce modèle-là puis d'avoir vraiment des compagnies aériennes qui ont le goût de servir les régions? Comme Air Québec, entre autres. Notamment, puis Propère. Oui. Donc, Air Québec est propriétaire 50% de Propère, mais quand même qui viennent de la région. Moi, c'est sûr que j'ai un préjugé favorable pour leur solution et qui ont le goût de servir. L'enjeu est celui-là, d'abord, de la fréquence des vols. Parce que si on veut que les gens soient fidèles à un service aérien, il faut que ce soit fréquent. Donc, il y a un air à chaque jour. Arriver à l'aéroport, vous dire « Ah, mon vol est annulé. » Non, ça ne marche pas. Et ça, c'est l'aspect de la fiabilité. Voilà. Parce qu'on est en début de ligne et en fin de ligne d'un avion qui roule toute la journée. Ça arrive fréquemment qu'il y a des retards et des gens qui sont obligés de dormir à Montréal puisqu'ils ne peuvent pas revenir à Rwanda. Il y a l'enjeu de la sécurité parce que là, tu arrives là-dedans et c'est la logique de NAV Canada et de son service de nuit. Donc, le ministre Champagne aura à amener des réponses à ça. Ce même ministre-là, qui là, j'ai réfléchi à voix haute, était venu nous dire
le mardi avant le vote, 6 jours avant le vote, est venu dans notre région dire que NAV Canada était réglé. Alors que... Et il y a des réponses à donner là, encore là-dessus. Donc, à l'industrie, parce qu'il n'y a rien de proche. Non, rien. En même temps, on n'a pas perdu de service depuis 1 an non plus, encore. Mais ça reste un irritant. On sait qu'il y a une épée de Damoclès sur notre tête. Exactement. Et ça, c'est un irritant majeur. Et l'abordabilité du transport est un enjeu qui est majeur. Si on est capable d'avoir quelque chose de fiable et de fréquent, et de sécuritaire, et les gens vont en prendre l'habitude, et plus les gens vont en prendre l'habitude, plus le service va pouvoir être abordable. Et ça va être un outil, un levier de développement économique comme ça doit être. Et assurément qu'on arrête de mettre de l'argent dans une compagnie comme Air Canada, puis qu'on l'investisse dans des joueurs qui vont développer le marché, leur offre de service, leur fidélité à la clientèle. Parce qu'on a quand même Air Transat aussi, là, qui s'est en... On ne sait pas, est-ce qu'il va être vendu ou pas. On est 50-50 à peu près. Monsieur Pelado qui veut faire une offre pour que ça reste vraiment à nous autres au Québec. Ça, c'est un gros dossier. Et où l'enjeu d'Air Transat est important pour notre desserte régionale, c'est que si Air Canada peut offrir des tarifs abordables, c'est que si les gens voyagent à l'international, ils font un argent sur un vol, exemple Montréal-Paris, Montréal-Vancouver, Montréal, une destination soleil. Et en restant avec Air Canada, ta partie Rouen-Montréal ou Val-d'Or-Montréal peut te coûter 200 $. Donc, c'est abordable et avantageux. Donc, les gens en profitent. Sinon, si c'est juste un circuit intérieur, là, c'est là que les prix avoisinent les 1 000 $. Et c'est là que c'est une catastrophe. Donc, comment qu'on peut répondre aux besoins d'un individu qui s'en va dans une destination externe, puis que ce segment-là de Rouyn-Noranda-Montréal ou Rouyn-Noranda-Québec ou Val-d'Or-Montréal, Rouyn-Noranda-Québec soit abordable. Et ça prend une liaison, ça prend des ententes entre différentes compagnies, et ça, c'est jouable. Puis le gouvernement du Québec a réuni les acteurs avec l'UMQ pour dire, regarde, on veut que cette situation-là change. Je suis terriblement optimiste, puis Ottawa aura à faire partie de la solution, plutôt qu'à essayer de protéger une entreprise qui ne respecte même pas le fait français. Et ça, on pourrait en parler longtemps, mais pourquoi on protège tant que ça Air Canada? Ça, c'est des ententes historiques d'une ancienne société d'État, mais c'est à mon sens devenu injustifiable. C'est peut-être le symbole que ça représentait ou les affinités, les lobbies, etc. J'ai du mal à les saisir. Une compagnie qui ressemble terriblement, puis on peut faire un lien avec la région encore, qui porte encore dans son nom le nom Canada, c'est Bell Canada. Oui. Et cette vision-là que Bell Canada a le monopole sur un territoire, sur des poteaux, par exemple, est un enjeu. Moi, le principal heurt, je pense, pourquoi notre réseau est si désuet dans la région. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a changé. Bell Canada a annoncé son intention de partager davantage ses poteaux. Oui, exactement. Et je pense que ça va être la meilleure nouvelle. Aux infrastructures, c'est ça exactement qui va faire une différence. À suivre, en tout cas, pour la MRC d'Abitibi-Ouest, ici, ça peut être un changement majeur. OK. De toute façon, le temps file, il nous reste presque plus de temps. Juste parler très vite du vaccin chez nous. Est-ce qu'on en reçoit beaucoup et est-ce que ça fonctionne bien? La vaccination, évidemment, est une responsabilité du gouvernement du Québec à partir des doses, évidemment, qui sont données à Ottawa. De ce que je suis par les nouvelles, de ce que je comprends, effectivement, d'abord, il y a eu le vaccin Pfizer qui a pu arriver en région et celui de Moderna a suivi. Donc, ça s'en vient. De là, est-ce que, si vous me permettez, monsieur, madame, tout le monde, pas les gens qui sont prioritaires parce qu'ils ont une condition de santé plus difficile ou les gens qui sont immédiatement dans le réseau de la santé ou dans le travail essentiel, donc qui vont être priorisés. Le reste de la population, je pense qu'il faudra être encore patient. Je suis dans un scénario optimiste, peut-être penser au printemps, peut-être davantage à l'automne, mais en même temps, d'arriver d'un joueur comme Medicago, qui est une entreprise du Québec, va pouvoir aller. Moi, je suis peut-être là davantage. Monsieur Lemay, on a fini. C'est déjà terminé. Notre 12 minutes est fini. Beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. On se revoit au mois de mars. Tiens. C'est toujours un plaisir, Gaby. Puis merci d'offrir ce service citoyen-là et avec la rigueur dans laquelle tu fais. Puis permets-moi de te souhaiter chaleureusement une excellente année 2021. On se croise les doigts. Très réciproque, mon cher. Pour la santé. Merci infiniment et bonne année à vous également. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.